Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les small caps françaises? C'est ce qu'on continue d'analyser ensemble. On va passer en revue les small caps. Je suis allé sur Company Market Cap. J'ai pris la France. On est maintenant. Non, la dernière fois, on s'était arrêté à Exaom. On est maintenant sur Bastille de Confort Médical. Atlante, c'est de l'immobilier. Je mets ça de côté. Pull Up Entertainment, Fontaine Pajot, Groupe Partouche, Alent Allman, Inal Pharma, on ne touche pas, c'est de la biotech. Exaconta, on prend. Genfit, on n'y touche pas, c'est de la biotech. Latécoère, la Française de l'énergie. Carbios, c'est une biotech, on n'y touche pas. Visiative, ça a été sorti de la cote, donc c'est plus dispo. Vente unique, NSE. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist. Donc ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA, en ratio cours-bénéfice et en ratio cours sur free cash flow. Ratio cours sur actifs tangibles, on ne va pas l'utiliser ici. Il n'y a pas de financière et il n'y a pas de décote non plus sur actifs tangibles. Rendement des capitaux investis, rentabilité opérationnelle, rendement des fonds propres qui est dans stabilité plutôt financière. Bon, on ne va pas trop s'y attarder non plus. L'endettement, le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio qui est la proportion de bénéfices nets versés en dividendes. Il faut se rappeler que ces dividendes sont payés par les free cash flow. Allez, première entreprise de la liste, c'est Bastide, le confort médical. Donc, c'est une entreprise de services médicalisés à domicile. Je crois, il faut que je revérifie, mais à un moment donné, ou en tout cas, peut-être avant, elle était dans le fonds France d'indépendance AM. Elle est peut-être sortie, hein, il faut regarder. On est sur 237 millions de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une bonne croissance, 6 en BE sur EBITDA, 28 en PE, 5 en price to free cash flow. Bon, c'est une boîte qui génère du cash, hein. Et il y a une croissance organique qui est forte, mais je pense que ponctuellement, ils font de la dépense en capital, mais plus tout le temps structurellement, donc ils dégagent pas mal de free cash flow. Je pense que du coup, c'est plutôt une entreprise qui est peu valorisée. 7,3% de rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité opérationnelle. Attention qu'il y a un petit peu de dette. Il faut regarder s'ils ont des obligations locatives. Peut-être que cette dette-là est moins élevée parce que en général, l'agrégateur inclut cette dette locative dans l'endettement financier net. Bon, 3 fois, c'est un peu beaucoup, hein, quand même. On a un rendement du dividende qui est nul, on n'a pas de dividende. Bon, et du coup, je pense qu'on peut quand même s'endetter un petit peu plus que des activités traditionnelles, parce qu'il y a de la récurrence, hein, sur ce métier. Alors, contrairement à des Orpea ou des Corian, ça a peut-être moins subi la mauvaise image du secteur. Donc, bon, en tout cas, l'entreprise ne se paye pas très cher. Pourtant, il y a une bonne croissance, une rentabilité correcte. Voilà, le point, c'est peut-être l'endettement qui est un peu lourd, mais sinon, je pense que c'est pas mal. Pull Up Entertainment, donc c'est l'ancien Focus Home Interactive qui a notamment sorti Warhammer 40 000 jeux vidéo qui a très 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 bien marché. Donc ils ont quelques licences intéressantes. 217 millions de dollars de market cap, 22,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, excellent. 2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 10 en PE, 4 en price to free cash flow. C'est très peu cher, il y a énormément de croissance, la rentabilité est plutôt bonne, 11% des capitaux investis. Bon, alors c'est comme du logiciel. Alors, normalement, la rentabilité doit être forte, hein. Là, elle est, on va dire, convenable, mais c'est encore une boîte qui est en croissance. Donc, la rentabilité peut monter. Pour l'instant, ce n'est pas le focus de l'entreprise et elle est plutôt axée sur la croissance. On est à une fois les l'EBITDA en dette nette, donc c'est très bien. On n'est pas trop endetté, pas de dividende à signaler pour l'instant. Ben, je trouve que c'est une très très belle entreprise. En tout cas, d'un point de vue quantitatif et même qualitatif, hein, Laurent. Enfin, après, le jeu vidéo, c'est très 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 cyclique. Ça dépend de la qualité de vos licences, ça dépend de la qualité de votre équipe de développement. Bon, voilà, hein, face au mastodonte du secteur, on pèse pas beaucoup, mais on voit que par exemple, Ubisoft est en complet naufrage, alors qu'il y a des challengers comme Pull Up qui n'ont pas à rougir, hein. Et franchement, c'est très très bien. Quantitativement, en tout cas, c'est très bien comme dossier. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Prochain dossier de la liste, c'est Fontaine Pajot. On est sur la consommation discrétionnaire, hein. Ce sont des bateaux de plaisance. Donc secteur en fond de cycle, hein, complètement. Vu que le consommateur actuellement n'est pas en grande forme, donc ce genre d'achat s'est remis à plus tard. 214 millions de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 3 en price earning. En termes de free cash flow, c'est négatif. Voilà, dans le secteur, il y a pas mal de free cash flow négatifs si vous regardez Beneteau et si vous regardez Katana. Bon, il faut voir si Katana, c'était plutôt
pas à cause d'une forte baisse du cash flow opérationnel. Fontaine Pajot, il faut regarder aussi, est-ce qu'il y a une baisse du cash flow opérationnel. En fait, je pense, j'ai l'impression qu'ils ont tous des variations très défavorables du besoin en fonds de roulement. Et donc ça attaque leur cash flow opérationnel. Et puis, ils continuent à faire de la dépense en capital, donc les free cash flow sont négatifs. Bon, est-ce que le bas de cycle sera éternel sur ce secteur? Je ne sais pas, mais là, à part les free cash flow, il n'y a pas de problème, quoi. Et ça se paye ça se paye très très peu cher. 29% de rendement des capitaux investis, excellente rentabilité, cash net, donc ça dérisque un petit peu le dossier quand même. 2,3% de rendement du dividende payé à crédit, puisque les free cash flow sont négatifs. Alors ça, c'est toujours le rendement dit, hein, c'est-à-dire pour l'année en cours. Bon, donc ici, ça prend l'hypothèse qu'on a versé à peu près ça sur l'année précédente, puisque ici, ce sont les 12 derniers mois pour les free cash flow. Mais bon, si on est à peu près à ce niveau-là, bah, ça a été versé à crédit sur 2024. Bon, il n'y a pas une saine allocation du capital. Ensuite, on est sur Groupe Partouche. Là, on est sur les casinos. On est sur 214 millions de dollars de market cap, 2,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus, hein. Il n'y a pas beaucoup de croissance dans ce secteur. 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 22 en PE, free cash flow négatif. Pourquoi? Il faut aller regarder, est-ce qu'ils ont fait une grosse dépense en capital, ou est-ce que c'est un autre problème, comme une variation du BFR qui a attaqué les cash flows opérationnels. On est sur 2% de rendement du capital investi, c'est très faible. Il n'y a pas de rentabilité. Bon, 2,4 fois l'EBITDA en dette nette et un petit dividende de 1,7%. Bon, ça m'a l'air plutôt d'être un value trap, hein. C'est pas très cher, mais il n'y a pas de free cash flow, rentabilité médiocre, il n'y a pas de croissance. Je vois pas trop d'intérêt à aller sur ce dossier. Alan Allman Associates. Alors ça, c'est une société de conseil, stratégie, IT, etc. Mais ils ont un modèle d'affaires particulier. Ils font des LBO pour acheter des entreprises. Donc ça veut dire endettement maximal. Donc risque maximal également. C'est coté depuis moins de 5 ans, puisqu'on n'a pas la croissance ici. C'est pas une entreprise qui fait une énorme croissance non plus. Et en plus, c'est la croissance externe. 12 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 11 en price to free cash flow. Il n'y a pas de bénéfice net, donc il passe d'énormes provisions, à mon avis, de dépréciation, etc. Ça se paye cher? Ça se paye cher. Et la rentabilité n'est pas au rendez-vous, hein, si c'est 1000% dans moins les capitaux investis. Je ne comprends pas pourquoi ça se paye aussi cher, hein. Ça, c'est un dossier qui va nous shorter, à mon avis, puisque on ne fait pas de résultats. La dette est très très lourde. Les taux d'intérêt sont en train de monter. Donc il faut regarder leurs conditions d'investissement, mais les conditions, les covenants, etc. Bon, faire du LBO sur du conseil, sur de l'ESN, c'est un secteur qui est plutôt en bas de cycle. Donc à mon avis, c'est très risqué, hein, comme stratégie. Donc à l'écart de ce dossier. Exaconta, on est sur, on va dire, un acteur intégré des produits, comment on peut dire, de papeterie, forestiers, etc. hein. Donc ils sont intégrés. C'est plutôt un secteur qui est très mature. En concurrence, vous avez par exemple BIC. Bon, alors 201 millions de dollars de market cap, 3,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ouais, il ne faut pas s'attendre à plus, hein, sur ce secteur. 4 en VE sur EBITDA. Alors, ils n'ont pas calculé PER, mais bon, on a 33 millions de dollars contre 200 en market cap. Ça nous fait 7. Voilà, 6-7 en PER. Voilà, free cash flow pas dispo, mais je pense qu'ils sont positifs, hein. C'est pas une entreprise qui fait de la croissance organique. Donc, elle doit dégager des cash flows assez importants. Vraiment, les capitaux investis pas dispo. Et il faut regarder, mais ça, à mon avis, c'est pas flambant, hein, comme rentabilité. Cash net, c'est ce qu'on veut, hein, sous ce genre de dossier. Là, en fait, c'est plutôt l'entreprise qui se gère en liquidation. Donc, vous avez 5% de rendement du dividende. Ça vous donne 10 milliards. 10 millions, pardon, hein, sur des bénéfices nets de 33. Bon, bah, ça vous donne un tiers de payout ratio. C'est pas très élevé. Donc, voilà. Sur un petit dossier dividende tranquille qui est en train d'être géré en liquidation, bon, vous n'avez pas beaucoup de risques, à mon avis. Sauf le seul risque qu'il peut avoir, c'est que le marché tombe plus très, très rapidement. Bon, donc là, il faut regarder le rythme de décroissance, tout ce qui est papeterie, etc. C'est sûr qu'avec la digitalisation, il n'y a pas d'avenir dans ce secteur. Donc, le seul intérêt du dossier, c'est le dividende qui est pour l'instant assuré. La Française de l'énergie, on est sur une entreprise du secteur énergétique. Comme son nom l'indique, 196 millions de dollars de market cap, 24% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Très forte croissance. 18 en BE sur EBITDA, 36 en PE, free cash flow négatif. Ça ne m'étonne pas, enfin, à un moment donné, ils font la dépense en capital énorme pour la croissance qui est forte. Donc, si on regarde en VO sur EBITDA, ça a l'air relativement cher, mais la croissance est forte, hein. Donc, ça justifie des multiples élevés. Une rentabilité en plus qui n'est pas négligeable, 7% vraiment des capitaux investis. C'est intensif en capital, ce secteur, et en plus, on est sur une boîte de croissance qui ne fait pas forcément encore du profit, en tout cas régulièrement. Donc, je trouve que c'est correct. Attention qu'il y a beaucoup de dettes, 4,6 fois les EBITDA en dette nette.
mais si la rentabilité augmente, cette dette va baisser. Donc, moi, je trouve que c'est quand même, bon, c'est une utility. Donc, les utilities peuvent s'endetter jusqu'à 5 fois, puisqu'elles ont beaucoup de visibilité sur leur cash flow opérationnel. Mais bon, c'est une petite boîte, donc 4,6, ça me paraît un peu élevé. Il faudrait peut-être un peu moins de levier, peut-être en dessous de 4 ou 3,5, ça commencerait à être intéressant. Là, je trouve que c'est un peu dangereux. Donc à suivre ce petit dossier, mais ça a l'air tout à fait intéressant, vu la croissance, forte et la bonne rentabilité, du dossier. La Techware, on est sur plutôt de mémoire, c'est plutôt des pièces détachées pour l'aéronautique. 195 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, 42 en VE sur EBITDA. Bon, il n'y a rien qui va là. Free cash flow négatif, résultat net négatif, endettement à 4,8 fois l'EBITDA. Bon, on passe ce dossier qui m'a l'air d'être en train de se planter. Vente unique, on est sur une plateforme de vente, vente privée, etc., hein, c'est un peu le même concept. 183 millions de dollars de market cap, 13,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une forte croissance. 11 en VO sur EBITDA, 23 en price earning et 13 en price sur free cash flow. Ça va pas l'air, c'est pas très cher, hein. Ça va pas l'air si cher que ça, vu la bonne croissance. Rentabilité très bonne, 15% en vente des capitaux investis. On est cash net sur le dossier, 2,4% de rendement du dividende, avec des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc soutenable, très bon dossier, je pense. Quantitativement, c'est un très bon dossier. C'est de la croissance à prix raisonnable. Donc, très bien. NSE, ça c'est plutôt un sous-traitant de l'industrie aéronautique. On est sur 172 millions de dollars de market cap, 6,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais je pense que la croissance va accélérer maintenant, hein. L'aérospatiale et la défense vont bénéficier évidemment des hausses des dépenses d'armement en Europe. Donc c'est pareil, hein, j'imagine que leurs clients, ça doit être du Airbus et autres, hein. Donc ils ont un carnet de commandes qui se remplit et la croissance va commencer à accélérer sérieusement. Le problème va être de délivrer le carnet de commandes. Bon, 20 en VE sur EBITDA, 46 en price earning, 15 en price sur free cash flow. On est sur une boîte qui est quand même chèrement valorisée, mais c'est la thématique défense et aérospatiale qui a été complètement tirée par le marché. Donc il y a tous les multiples qui ont explosé sur ce secteur. Peut-être qu'il vaut mieux attendre que ça soit que la croissance se confirme, soit que les multiples se dégonflent pour peut-être s'intéresser au dossier. En tout cas, 10,5 en rendement des capitaux investis, c'est bien comme rentabilité pour une boîte industrielle. Cash net, un petit dividende de 0,6%, très symbolique. On a les moyens de le payer et de l'augmenter. Voilà, NSE, très bien. Pour la croissance à long terme, hein. Pas moins de 5 ans, hein. Vu les multiples, là, ça commence à être... c'est un petit peu tendu, il faut que la croissance accélère, hein. Voilà, dans cette liste, qu'est-ce que je garderai en tant qu'investisseur value? Alors, Bastide, mais j'aimerais bien que la dette baisse un petit peu, mais je pense que c'est quand même intéressant à ce niveau. Pull-up, très bien. C'est même pour un investisseur croissance, en fait. Là, c'est la croissance value quality. Franchement, c'est très très impressionnant ce dossier. Sur Fountaine Pajot, le secteur compliqué, bas de cycle, après quantitativement c'est intéressant, donc pourquoi pas, mais là c'est plus risqué à mon avis. Ensuite, sur un profil plutôt dividende, on peut aller sur Exact Contact La Fontaine, mais il faut regarder combien d'années de dividendes sont dispo en trésorerie et à quelle vitesse ralentissent les free cash flow, hein. Parce que le dividende, du coup, il va être assuré pour un certain temps, mais au bout d'un moment, la boîte va commencer à être liquidée parce qu'il n'y a plus de relais de croissance. Donc voilà, plutôt pour un dividende court terme, hein. Vente unique, croissance à prix raisonnable, très bien. NSE, croissance à prix déraisonnable. Donc attention sur la durée de détention sur ce dossier. Pareil pour la Française de l'énergie, vérifiez quand même l'endettement et quelle est la trajectoire de cet endettement. Il faudrait que ça s'abaisse un petit peu, hein. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.